Mesdames et messieurs, bonjour. À l'exception des produits communautaires, plus aucun produit manufacturé ne peut désormais plus entrer sur le territoire béninois par voie terrestre. Seul le port autonome de Cotonou et l'aéroport deviennent les deux frontières de dédouanement par lesquelles doivent transiter toutes les importations. Quelles sont les raisons ayant motivé les autorités à prendre cette décision? Quelles en seront les implications et les perspectives? Nous nous proposons d'en débattre dans cette émission Week-Eco, une émission au cours de laquelle nous reviendrons sur la cherté de moutons à chaque fête de Tabaski. Est-ce parce que la plupart du bétail est importé des pays voisins? N'est-ce pas une occasion pour les jeunes de se lancer dans l'élevage des petits et grands ruminants? Eh bien, nous recevrons un agroéconomiste qui viendra nous donner son opinion sur le sujet. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette émission par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Les vacances scolaires deviennent de plus en plus des périodes privilégiées pour se faire un peu d'argent. D'aucuns parlent de jobs de vacances qui pourraient avoir des influences sur le cursus scolaire. Les apprenants à Cotonou, élèves et étudiants s'illustrent particulièrement dans une activité, la vente des produits de friperie. Arnaud Adadia est allé à la rencontre de quelques-uns au marché de Missebo. Suivez son reportage. Entre le marché d'Antokwa et la zone Gahi se dresse le marché de Missebo. Missebo, réputé pour être le marché de friperie à bas prix, est aussi le cadre privilégié des vacanciers qui vaquent aux activités lucratives. C'est chao, je vends ça. Et puis ça là, c'est une bonne chose que je vends, jogging. Et puis ça là, c'est fila pour chercher de l'argent pour la rentrée prochaine. Ici maintenant, je n'ai plus mon père. Donc ça reste ma mère. Donc c'est pour ça que je me suis juré de faire une job de vacances pour trouver un peu d'argent pour réaliser mes projets. Les vacanciers proviennent de divers horizons. Je suis dans un pays étranger, donc je dois sortir de ma zone de confort pour travailler, pour payer mes loyers. Je ne peux pas compter sur les parents tout le temps de m'envoyer l'argent. Le gain varie selon le cadre. Des fois, je leur paie 35 000 par mois, des fois 30 000. Ça dépend de comment l'enfant est habile dans la boutique. Donc, je leur paie 70 000 pour les 2 mois. Au moins en une journée, je trouve au moins 7 000 comme ça. Parmi les conséquences, il en existe une que témoigne ici cet ancien élève, aujourd'hui père de famille. Au lieu d'aller à l'école, on laisse l'école. Et puis, tu vois, non, c'est l'argent quoi. Quand tu achètes, tu revends. C'est auto. Or, l'avenir, c'est le papier. Quand les enfants viennent ici, connaissent l'argent, ils laissent l'école. Demain, ils souffrent. Le job des vacances, une première approche d'explication. Pour moi, un job de vacances, c'est toute activité, toute fonction, ou tout travail effectué par un apprenant INS durant une période de temps T correspondant à une portion ou à une totalité de la période de vacances, moyennant un salaire ou non, moyennant un revenu. Le premier inconvénient, on peut parler directement de l'incapacité de l'apprenant à pouvoir se reposer adéquatement en vue de se requinquer et pouvoir affronter vaillamment la nouvelle rentrée qui s'approche. Ainsi se présente l'opinion de l'acteur de développement personnel. Il est suivi du point de vue de cet enseignant du secondaire. Lorsque le travail est un peu intellectuel et derrière il se fait quand même de l'argent, je pense que ce n'est pas mauvais parce qu'il y en a parmi eux qui sont orphelins et qui n'ont pas de soutien derrière, mais qui s'engagent quand même, qui veulent réussir leur scolarité. Mais dedans, si malheureusement il se fait qu'il y en a qui ont des parents et qui malheureusement sont quand même obligés de venir faire ce travail pour se faire de l'argent et améliorer la rentrée ou même assurer la rentrée, je pense que c'est irresponsable de la part de ces parents-là. N'est-ce pas que les vacances qui constituent les instants de repos et d'épanouissement sont aujourd'hui dévoyées?
Certains lieux d'échanges commerciaux ont la particularité de ne s'animer que la nuit. Ce sont les marchés de nuit et on les retrouve de plus en plus un peu partout dans les villes. Ils s'animent parfois jusqu'au petit matin. Mais qu'est-ce qui fait leur spécificité? Qui sont les usagers de ces marchés? Nous sommes allés faire le constat que voici. Ici, c'est le marché Agué-Mawénan, situé au quartier Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement de Cotonou. Comme vous le voyez, c'est un marché qui ne s'anime que la nuit avec une ambiance toute particulière. On y retrouve toutes sortes de produits, surtout différents types de poissons frais. Les principaux clients de ce marché de nuit sont souvent des hommes et des femmes, comme Dame Mathilde, absorbés toute la journée par les activités professionnelles. Moi, je suis maîtresse coiffeuse et souvent, dans la journée, je m'occupe de mes clientes. Donc, je n'ai pas souvent le temps de passer dans la journée pour payer. Mais quand je sors les soirs, en allant à la maison, je prends par ici pour payer des poissons frais. C'est pourquoi, par moment, je viens dans la nuit pour payer. L'histoire de ce petit marché sans aucune infrastructure, mais qui s'étend de jour en jour, le long de la voie, remonte à environ 25 ans. Il y a une dame du nom de Anti. C'est elle et quelques femmes qui vendaient ici jusqu'à mon arrivée. J'ai alors estimé que le marché ne pouvait pas rester ainsi. Nous avons décidé de l'agrandir afin que les gens sachent qu'on peut y trouver de gros poissons frais. Effectivement, ça a pris et le marché s'anime bien. Généralement ouvert à 17 h, le marché grouille de monde, souvent bien au-delà de 0 heure. Dans cette obscurité, outre ce lampadaire qui éclaire à peine le carrefour, seules ces lampes à pétrole leur servent d'éclairage. Autre lieu, autre marché de nuit drainant aussi de l'affluence. Nous sommes ici en face de la pharmacie des 4 thérapies. Ici, on vend du poisson frit. Ces revendeuses y restent parfois jusqu'à 3 h du matin. Les poissons là, si on paie au marché, on va les frire d'abord avant de revenir au marché. Deuxième fois, sinon tu ne peux pas tout vendre ça à la maison. C'est à cause de ça qu'on vient les soirs. Si on vient les soirs là, les bonnes dames viennent payer chez nous. Tout comme le marché de nuit de Sainte-Cécile, des faux billets, elles en reçoivent régulièrement. Mais elles ont aussi leur technique artisanale de détection. Comme c'est la nuit là, on peut donner à nos prochains pour regarder si c'est un faux billet. Pour voir encore une autre fois, on met de l'eau sur le billet et on frotte ça pour voir si c'est vraiment un faux billet. Si c'est vraiment un faux billet, ça déteint la couleur facilement et on voit que c'est un faux billet. Les risques liés au marché de nuit sont considérables pour ces femmes, mais elles disent ne pas avoir le choix puisque l'activité leur permet de faire face à leurs charges. Réorganiser ces marchés de nuit ne serait que salutaire pour vendeurs et acheteurs et aussi pour les collectivités locales qui pourraient engranger quelques recettes. Benin Taxi est désormais à Alada. Après plusieurs communes dont Abom et Klalabi récemment, les activités de cette flotte sont officiellement dans le chef-lieu du département de l'Atlantique. Occasion pour notre rédaction de revenir sur l'objectif global de ce projet et le choix de cette ville. Marcel Arossi. Grande ma joie aujourd'hui d'avoir trouvé un bon boulot, un boulot un peu de classe qui pourra faire avancer ma vie et celle de ma famille. Casimir est content de son nouvel emploi. Nous sommes à Alada où les populations sont à leur tour bénéficiaires du projet Benin Taxi. Le choix de cette ville n'est pas un fait du hasard. C'est un calcul bien précis. Tout le monde dit Alada est petit, pourquoi vous envoyez Benin Taxi à Alada? Alada aujourd'hui, c'est le port sec. Qui dit port sec dit une base économique. Alada, c'est une zone de haute production agricole. Donc des hommes d'affaires qui viennent faire leurs achats et tout viennent à Alada. Ensuite, Alada, c'est quand même un carrefour qui ouvre sur Tori, sur Tofo, tout ça. Nous voulons que ceux qui doivent aller dans ces milieux-là, pour des conférences ou pour des réunions, ne nous disent pas « j'ai pas de voiture » ou bien « c'est pas confortable ». On a de quoi régler ça désormais.
L'arrivée de cette flotte va combler le besoin de mobilité dans cette cité. Ce projet, qui donne la chance aux jeunes artisans de se lancer dans leur propre entreprise, est nourri de grandes ambitions. Une idée qu'il faut reconnaître très astucieuse, de fournir aux Béninois un moyen de transport urbain confortable, moins cher, et également à ceux qui visitent notre pays de pouvoir emprunter les moyens de transport qui soient vraiment à l'image que nous voulons projeter de notre pays. Benin Taxi est incontestablement rentable pour le Bénin économiquement, socialement, pourquoi pas culturellement. Une dizaine de véhicules de cette flotte circulent désormais sur les grandes artères de cette ville. Au dire des autorités, Ouidah est la prochaine et dernière destination. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain. À dimanche prochain, Estelle Pazou, et merci pour votre intervention dans Week-Echo. Et juste après vous, nous allons scruter les journaux qui ont publié des informations au cours de la semaine, des informations et un rapport, bien sûr, avec l'économie. C'est la revue économique de la semaine réalisée par Patrick Adjagbodjou. Un tour d'horizon de l'actualité relayé par la presse écrite au cours de la semaine écoulée. Ravi d'être fidèle à la revue de presse sur Week-Echo. Le Bénin est très actif sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est l'économiste qui nous l'apprend dans sa parution du mercredi 22 août 2018. Le quotidien écrit à sa une « Marché des titres publics de l'UEMOA ». Le Bénin sollicite 50 milliards de francs CFA. À compter du vendredi 24 août 2018, le Trésor béninois lance une émission par adjudication ciblée d'obligations assimilables du Trésor d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA. Une nouvelle émission de titres publics d'une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,30%. Le remboursement est annuel avec 2 ans de différé. De la bourse à l'épargne, bientôt une caisse des dépôts et consignations au Bénin. Le Conseil des ministres du mercredi 22 août 2018 a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de création d'une caisse de dépôt et consignation. L'initiative, selon l'économiste, vise à sécuriser les épargnes au plan national afin de soutenir les investissements en cas de conjoncture et financer efficacement le développement par l'inclusion financière des secteurs non pris en compte par les banques classiques. Bonne nouvelle peut-être pour les acteurs de la filière des amendes de carité. La Nation nous apprend que la campagne de la commercialisation des amendes de carité démarre le 6 septembre prochain. La date a été rendue publique au thème du Conseil des ministres du mercredi dernier. Conformément à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de maintenir à 100 francs CFA par kilogramme le prix plancher d'achat de l'amende de carité. L'information a aussi intéressé le quotidien Le Progrès. Le journal écrit « Campagne de commercialisation 2018-2019 ». Le kilo de carité coûte 100 francs CFA. Autre bonne information pour sortir le sport scolaire et les classes culturelles de la léthargie. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour la promotion des associations sportives communales. Par ce programme, chaque commune disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball. L'objectif est clair, détecter et former des talents en milieu extrascolaire. L'information est aussi relayée par La Nation et Nouvelle Expression. En interactualité, l'Afrique pleure l'un de ses 10 fils. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, s'est éteint à 80 ans. C'était le samedi 18 août 2018. Kofi l'immortel, s'exclame le quotidien Nouvelle Expression pour rendre un hommage mérité à l'illustre disparu.
au Ghana, son pays d'origine. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré une semaine de deuil national. L'information est relayée par l'économiste. Fin de la revue de presse sur Wikeko. Merci Patrick Diagbodjo pour cette revue. Juste après, donc, nous allons parler d'un sujet en décryptage. Il s'agit de l'interdiction de l'importation par voie terrestre. Quelles sont les implications, quelles sont les raisons et les perspectives également? Eh bien, nous en débattons tout de suite avec mes confrères, juste après ceci. Et ils sont là, Casimir Pédio, bonjour. Bonjour, Rock, Aurélien. La plateforme, oui, ça peut aller. Vous êtes bien habillé là. Merci beaucoup. Vous allez à un mariage juste après? Non, pas du tout. Je continue l'aventure professionnelle. Moïse Dossoumo. Bonjour. Vous êtes habillé en sportif. Vous allez faire après? Je suis sportif. D'accord. Alors, les autorités béninoises ont décidé d'interdire désormais par voie terrestre toute importation de produits manufacturés, à l'exception des produits fabriqués dans la communauté CEDEAO. Comment avez-vous reçu, comment appréciez-vous cette décision? Ce n'est pas une bonne décision. La décision n'a pas été motivée. Le ministre n'a pas dit. Il faut déjà préciser aux téléspectateurs que c'est l'arrêté 2334 donc, du 26 juillet 2018 qui donc interdit désormais l'importation par voie terrestre des produits manufacturés au niveau, enfin, sur le sol béninois. Oui. Des produits qui ont été spécifiés, c'est des produits non communautaires. Oui. Entendez par là, produits non communautaires, tous les produits qui viennent de l'Europe, de l'Asie, je ne sais pas moi. Des Amériques, des autres, en tout cas des pays, des produits qui sont fabriqués dans des pays qui ne sont pas membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Et également de l'UEMOA. Oui. Et donc, désormais, ce n'est plus possible de les faire venir sur le sol béninois. Pas donc... Mais en prenant cette décision, les autorités doivent avoir de bonnes raisons. Ils n'ont qu'à nous dire leurs raisons. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ce que l'importation a dit par cette voie. Il faut déjà préciser que c'est à partir du 1er octobre 2018 que cette mesure va arriver, donc sera mise en application. Et c'est un arrêté, ce n'est pas une décision du Conseil des ministres. Donc c'est le ministre unilatéralement. Ce n'est même pas plusieurs ministres qui ont décidé de le faire. Or, pour ce genre d'activité, il faut que le ministre de l'économie et des finances puisse s'associer donc avec son collègue, tout au moins du commerce, pour ne pas dire également son collègue du transport, doivent donc s'associer pour prendre cette décision et ça doit être motivé. La décision doit être motivée. Vous ne savez pas s'ils ont eu à faire des échanges. Enfin, l'aurait dit. Qui engage l'État, qui engage le gouvernement. Oui, parce que désormais ça s'impose aux membres du gouvernement, ça s'impose à toute la nation. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça ne doit pas être une décision prise uniquement par les cadres de ce ministère. Maintenant, selon vous, quelles peuvent être les raisons? Merci. C'est ni plus ni moins tout ce que nous avons dit il y a 1 an ou 2 ans. C'est le PVI, c'est les implications, c'est les complications du programme de vérification des importations nouvelle génération. Vous me demanderez, ça a quoi à voir avec? Je vous donne juste la raison qui peut motiver ça. Je dis bien qui peut motiver. Parce que ces messieurs, ils ont des arguments très solides pour venir balayer d'un revers de main tout ce que nous disons. Mais je précise que le PVI aujourd'hui, tout ce qui a été fait au port autonome de Cotonou donne une certaine cherté au dédouanement, aux activités donc entrant dans le cadre de la mobilisation des recettes. Vous avez 3 ports. Vous avez le port de Lomé, vous avez le port de Cotonou et vous avez le port de Lagos, pour ne citer que ces 3-là, qui sont donc, qui font partie intégrante de notre économie. Alors, lorsque au milieu, vous décidez donc d'aller aux enchères, de lever donc vos tasses à la douane, alors que Lagos ne l'a pas fait. Lorsque vous décidez de tout contrôler par le scanning
On sait que le monde des affaires par excellence, c'est le monde où tout ça fait partie de la... Désormais, les produits descendent à Lomé et puis rentrent sur le territoire béninois par la voie terrestre. Ça rentre par le Niger. Quatre fois moins. Vous étiez une autorité, l'auriez-vous accepté? Depuis 1960, on a toujours accepté. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a des autorités qui ne veulent plus accepter que vous veuillez faire écouler vos produits sur le marché béninois et que vous ne les dédouaniez pas. Au niveau des frontières terrestres qui sont autorisées, c'est-à-dire le port, vous faites passer les marchandises par le port d'un pays voisin, vous participez à l'économie du pays voisin au détriment. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part les autorités ont raison de prendre cette décision d'interdire les importations de ces produits manufacturés venant de l'Europe, d'Asie et des Amériques par voie terrestre? Lorsqu'on écoute un peu votre argumentaire, on est tenté que les autorités ont raison d'aller dans ce sens-là. Mais il faut d'abord dire que ce n'est pas une nouvelle décision. Non, c'est vrai, en 2016 déjà, même sous Boni Yahi, ça avait été pris, ça n'a pas duré, ça a été rapporté. Ce n'est pas vraiment nouveau. Ouais. Donc on a déjà fait cette expérience une fois. Même avec ce régime. Même avec ce régime également, donc ça n'a pas vraiment abouti. Je me dis que s'ils reviennent encore à la charge, c'est qu'ils ont pris certainement des mesures pour que ça prospère cette fois-ci. Mais je ne suis pas pour autant rassuré. Parce que si les gens préfèrent aller vers d'autres ports, c'est que les conditions sont plus avantageuses là-bas. Mais pourquoi ne pas rendre les conditions plus avantageuses ici pour permettre aux gens de venir directement utiliser le port de Cotonou? Pour moi, ça paraît plus simple que d'interdire l'importation par voie terrestre. Parce que quand on fait passer une marchandise par un port, c'est le pays entier qui gagne. C'est l'économie qui s'étoffe. Le port n'est plus aussi compétitif que cela. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'il le soit, au lieu de procéder par interdiction? Le hic, c'est que ces produits dont on parle sont très bien consommés au Bénin. Et quand on dit que l'importation coûte cher, que les douanes coûtent cher, c'est qu'on assiste encore à un renchérissement de ces prix-là. Et c'est encore les pauvres populations qui vont payer le prix fort pour pouvoir maintenant aller vers ces produits. Et dans le même temps, les produits locaux dont on nous recommande d'aller vers la consommation locale ne sont pas si abordables que ça. Parce que l'environnement fait que ces produits-là sont produits, pour ne pas me répéter, à un coût vraiment élevé. Le coût de revient est si élevé que pour pouvoir les acquérir, il faut débourser beaucoup plus que les produits manufacturés venant d'ailleurs. Donc il faut d'abord, à mon avis, une politique à l'interne pour que tout ce qui est produit au plan local, au plan communautaire, soit assez dans les bourses. Cela va réduire la consommation des produits manufacturés venus d'ailleurs. Et quand on aura fait ça, maintenant, je pense que cette mesure-là pourrait être pertinente. Mais quand on n'agit pas en consommation locale, ça fouetté, je ne suis pas certain que cette mesure-là maintenant va faire quelque chose. Mais vous savez, il y a des commerçants qu'on qualifie souvent de commerçants véreux, des commerçants qui sont très peu catholiques, qui, même si vous abaissez les frais de dédouanement, ils vont préférer faire passer leurs produits ailleurs et les faire entrer sur le territoire par des voies tortueuses. C'est pourquoi justement au niveau de l'administration douanière, il y a beaucoup de postes de douane qui ont été créés justement pour ces issues d'entrée sur le territoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on pouvait faire confiance au niveau de ces postes qui ont été créés afin de pouvoir maximiser les recettes? Ce à quoi on va assister, c'est simple. Ceux qui ne seront plus motivés par cette décision-là, ceux qui vont se sentir désavantagés, vont simplement laisser tomber les importations, ils vont se concentrer sur d'autres secteurs, tout simplement. N'oubliez pas qu'on est dans le secteur des affaires. La vertu n'a pas sa place dans les affaires, sous tous les cieux. Comme en politique d'ailleurs, la vertu n'a pas sa place. Nous savons que c'est un manque d'intrigue. C'est le plus rusé, c'est le plus malin, c'est le plus intelligent. C'est celui qui fait le plus de coups bas qui réussit à s'en tirer. Nulle part au monde entier, la vertu n'a été de mise. Donc, c'est un secteur qui est comme ça. Et quand on dit opérateur économique, on sait que c'est forcément pas des manœuvres plus ou moins dolosives et consorts que les gens parviennent à s'enrichir et à s'en sortir. Donc, quand on sait ça, il vaut mieux, à mon avis, faire en sorte que tout le monde vienne par la voie la plus normale au Bénin, plutôt que de procéder par interdiction. Mais désormais, en limitant les importations de ces produits justement dont nous parlons, des produits venant de l'Europe, de l'Asie, des Amériques, etc., les deux ports d'entrée, aujourd'hui c'est le port autonome de Cotonou et l'aéroport, est-ce que ce n'est pas pour centraliser les recettes qu'on ait une idée fixe combien les importations... Si l'intention est bonne, je l'ai dit tantôt, l'intention est bonne au départ, c'est d'augmenter un peu les recettes douanières. Parfait. Mais dans les résultats, on ne va pas aboutir à ça. On risque même d'avoir une chute des recettes douanières. Parce que beaucoup vont fuir ce circuit-là. Beaucoup vont laisser tomber cette activité. Et c'est encore la douane, c'est encore les caisses de l'État qui perdent. C'est ça maintenant la conclusion. Alors que deviendront justement ces postes qui ont
un peu partout pour traquer les contrebandiers. Un éléphant mort, puisque c'est l'expression qu'il faut employer en ces termes, en ces occasions. Lorsque vous investissez, lorsque vous sortez des millions, pour ne pas dire des milliards, pour acheter les infrastructures à la hauteur donc de ce que Bénin Contrôle a installé au niveau d'Ila Kondi, Craqué et autres, de tout ce que nous avons sur les 700 km côté est, 700 km côté ouest et également l'autre bande au nord. Lorsque donc tout ça est aujourd'hui interdit, je ne sais pas ce que véritablement va servir, ce à quoi va servir ces infrastructures. Et figurez-vous, lorsque nous avons contacté, enfin, nous sommes rapprochés donc de la statistique au niveau de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, lorsque nous nous sommes rapprochés de structures, on a découvert qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'interdire ce commerce-là. Parce que les produits dont il s'agit, c'est le sucre, c'est le lait, c'est le stylo, parce que la rentrée, c'est le riz aussi. C'est le riz, c'est beaucoup de choses, c'est les habits que nous portons. C'est tout ce dont les Béninois ont besoin aujourd'hui pour survivre, pour vivre et pour survivre. C'est interdit aux Béninois de c'est interdit aux Béninois de boire de l'eau, parce qu'on a constaté également qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Aujourd'hui, le commerce au niveau donc entre le Togo et le Bénin, puisque c'est de ça il s'agit, entre le Togo, le Ghana, le Togo et le Bénin, par exemple, représentent 41% des importations au niveau donc de Ila Kondi. Quand vous de l'autre côté de la CEDEAO, c'est-à-dire avec le Nigeria, mais c'est Maos ce que le Bénin échange avec ce pays-là en termes de manufacture non communautaire. Les produits communautaires dont vous parlez là, Roch, il faut le dire aux téléspectateurs, ce n'est ni plus ni moins les produits agricoles à la limite, parce que qu'est-ce que l'Afrique en termes donc de manufacture? C'est pas grand-chose. Tout ce qui nous vient, tout ce que nous avons aujourd'hui. Lorsque ça va se passer, on va réduire considérablement cette importation. La première chose, la première conséquence que les Béninois donc subit, il a dit, et je tiens à rappeler, c'est l'inflation. L'inflation va augmenter. Mais est-ce que vous concevez que vous veuillez faire des affaires sur un périmètre donné et que vous préfériez aller dédouaner justement les produits de cette affaire-là ailleurs? Vous participez à l'économie de l'autre, votre pays est cher. Vous venez faire des économies ailleurs. Roch, votre pays est cher. Or, j'ai la possibilité de passer à un pays 4 fois moins cher, le Nigeria, et un autre pays 2 fois moins cher, le Togo. Nous sommes en zone de zone. C'est vous-même qui aviez ratifié les accords avec la CEDEAO. Ce n'est pas moi, c'est vous, État. Et puis, le ministre de l'économie et des finances, qu'il me plaise de lui dire qu'il met le pays en péril à travers donc ces accords. S'il vous plaît. Non, c'est vrai, parce que nous avons ratifié. Non, nous n'allons pas utiliser ces mots. Non, le pays, sur le plan, nous avons ratifié des accords. Nous avons ratifié des accords. Le pays n'est pas encore en péril. Les opérateurs économiques aujourd'hui sont libres d'aller assigner l'État béninois sur le marché de l'Union. On dit non, les accords ne sont pas respectés. Et Roch, nous sommes venus sur ce plateau. Dans les accords, il n'est pas dit qu'il faut faire importer des marchandises par un autre pays et les faire passer par voie terrestre. On a bien parlé des produits communautaires. Bien sûr, Roch. Et nous sommes venus ici, nous avons parlé du texte CEDEAO, du texte UEMOA. Nous sommes allés au-delà. Nous avons également parlé de l'Union africaine qui rêve aujourd'hui d'avoir une zone de libre-échange. Qu'est-ce que vous mettez dans une zone de libre-échange? Au même moment où vous ratifiez ces accords, vous venez à travers votre ministre, votre agentier, et vous prenez des décisions, un simple arrêté, pour mettre en péril un accord. En tout cas, moi, je n'ai pas fait le droit. Je souhaiterais que ceux qui ont fait le droit puissent... Vous estimez peut annuler un accord de libre-échange communautaire. Je ne sais pas si c'est l'arrêté qui est au-dessus de ces accords. Mais au-delà de tout ce qu'on dit, est-ce que vous ne voyez pas quelque part, c'est pour fermer les postes de corruption lorsque vous avez une multitude de postes de dédouanement et que l'usager, aujourd'hui, la douane est l'administration la mieux informatisée, mais quelque part, il y a encore le contact avec l'agent douanier. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une décision pour fermer les postes de corruption? On peut voir les choses sous cet angle-là, mais encore, on ne fait pas des fois de l'avenir. On fait juste du sur place, on s'accroche au président, on ne va pas loin. Qu'est-ce que je voulais dire par là? On accorde un peu trop d'importance à ça. C'est vrai qu'on a une économie essentiellement fiscale. Oui, mais c'est pourquoi ne pas travailler à la mobilisation de ces travailler pour inverser la tendance? Pourquoi ne pas beaucoup plus sur la production locale, sur la consommation locale? Pourquoi ne pas miser beaucoup plus sur la consommation?
C'est possible, ce n'est pas oui, extraordinaire. Mais les produits dont on parle, on ne peut pas ne pas les importer. Qui vous a dit qu'on ne peut pas les importer? Les pays dont on parle là, c'est parce qu'ils ont travaillé... Quel est ce pays aujourd'hui africain qui a déjà cette autonomie de ne pas importer Si les pays produits africains font ce choix, ils vont y arriver. Les pays dont on parle, l'Europe, les États-Unis, qu'on soit là, ils ont travaillé à avoir une grande production, qu'ils produisent en excès, qu'ils nous envoient l'excès si nous achetons. C'est bien ça. Pourquoi nous ne faisons pas ce choix ici, de travailler à avoir une production locale abondante, une production locale de qualité, une production locale de moins de coûts, pour limiter sensiblement ces importations-là. Le sucre ne peut pas être produit au Bénin, ça ne se fait pas déjà, vous pensez? Mais il faut pouvoir accroître cette production de manière à ce qu'elle puisse suffire à toute la population et que le coût soit accessible. Idem pour le lait, tout ce que vous citez comme produit là. C'est bien possible que ça se fasse. Ce n'est pas ça l'objectif, non. L'objectif à terme de cette décision. L'objectif là, si c'était ça, c'est en amont qu'on aurait dû mettre en place une politique pour inciter les gens à aller vers ces secteurs-là, pour leur faciliter la tâche, pour leur donner plus d'engouement à aller vers ces secteurs. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est ce que vous dites, c'est qu'ils se trompent eux-mêmes en disant maximiser les recettes en fermant les poches de corruption. Mais ce que vous faites, vous baissez sensiblement les recettes parce que les gens vont se décourager, ils iront ailleurs. Et les gens étant toujours plus intelligents que tout ce qu'on dit là, ils vont trouver toujours des moyens pour continuer la fraude. Tout ce qu'on dit là ne va pas régler véritablement le problème. À mon avis, la solution est simple. Travaillons sur la durée pour qu'on ait une bonne production locale et à terme pouvoir limiter ces importations. D'accord. Alors, Casimir, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je voudrais vous inviter à ne pas être alarmiste. Non, même pas. Nous sommes juste en train de les inviter à comprendre les choses autrement. Et je sais que les cadres sont assez intelligents au niveau de l'administration économique pour leur dire déjà les conséquences que nous courons. Les conséquences aussi, c'est que désormais, puisque le produit devient rare, la corruption, la mauvaise gouvernance va s'installer. Puisque c'est quand le produit est interdit qui devient cher, qui devient important, qui prend de la valeur. Ça, c'est des normes du marché. Nous n'inventons rien. Vous allez voir, ces produits, c'est maintenant plus présent au Bénin. C'est maintenant, on veut accentuer la mauvaise gestion. C'est maintenant, il y aura beaucoup de CFA qui vont échapper. Alors, ce n'est pas mon ambition. Je ne veux pas voir mon pays dans les tout prochains jours parce que la décision ne serait pas, les conséquences ne seront pas tout de suite perceptibles. C'est déjà à partir de 2019. Vous savez, octobre, c'est déjà le début donc, des préparatifs des fêtes de fin d'année. Les Béninois vont ressentir cela. Est-ce que c'est ça la volonté forcément de la rupture? Les réformes ne doivent pas... À vous suivre, vous préférez que quelqu'un qui importe du riz, par exemple, de la Thaïlande, pour le marché béninois, qu'il aille les faire dédouaner à Lomé? Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. S'il y a quelque chose qui doit contraindre donc cet importateur d'aller à Lomé, levons cette contrainte-là. Et je crois que cette contrainte-là s'appelle PVI. Et un individu ne peut pas être plus puissant que la nation. Ça là, il faut avoir... Le PVI ne peut pas supplanter les recettes douanières. Le PVI ne peut pas être un handicap majeur pour les recettes au niveau de la douane. C'est toujours pour moderniser. Moi, je voudrais que les autorités aillent écouter les dictateurs pour comprendre pourquoi ils préfèrent le port de Lomé, le port donc de Takoradi, le port de Lagos au port donc de Cotonou. Pourquoi? Et lorsqu'ils vous auraient expliqué cela, vous reviendrez ici maintenant harmoniser pour voir quelles concessions vous par excellence. Exclu que les jours à venir continuent. Ce n'est pas le chef de l'État qui me dira le contraire. Par exemple, le monde des affaires, c'est le monde donc de la roubardise, c'est le monde où on peut tout frauder. Et donc, Casimir Pédion, exclut que les jours à venir, que l'État dise nous avons diminué les frais de dédouanement au niveau de la douane béninoise, justement pour encourager les importateurs à faire passer leurs marchandises au Bénin. Ce n'est pas exclu, n'est-ce pas? Même si cette affaire de PVI est venue au Bénin, c'est toujours pour limiter la corruption, il faut faire tout ce qui entoure pour limiter que les sous publics se retrouvent dans la poche des particuliers. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait atteint l'objectif. Il faudrait revoir peut-être ce programme-là et faire en sorte que désormais les choses soient plus claires et qu'on facilite la tâche aux importateurs, aux opérateurs économiques. Si d'autres ports sont moins chers à côté, c'est possible qu'on le fasse ici aussi. D'accord. Merci à vous, Moïse Dossou. Merci également Casimir Pédion. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission et juste après, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine.
Et oui, malgré les prix élevés des moutons, la Tabaski a eu lieu à la veille de cette fête de la religion musulmane. Patrick Adiagoudjo s'est rendu dans un marché de bétail à Cotonou, au marché de bétail de Vaudier, où il pouvait faire le constat de l'ambiance de l'achat des bêtes. Regardez. Des moutons, il en existe en quantité suffisante pour célébrer la fête de la Tabaski, si vous êtes à Cotonou et environ. Mais attention, conformément aux écritures du Saint-Coran, selon l'imam, toutes les bêtes ne sont pas acceptables pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Il faut faire le choix de sa bête. Ça ne doit pas être une bête borgne, ça ne doit pas être une bête boiteuse, elle ne doit pas être aveugle ou borgne, on a dit, elle ne doit pas être maigre également ou malade, ou alors avec des cornes cassées. Donc, une bête en forme, parce que lorsqu'on veut offrir à Dieu, on offre ce qui est bien, parce que Dieu nous fait beaucoup de bien également. Au marché à bétail du quartier Vaudier, les vendeurs font de bonnes affaires. J'ai vendu beaucoup, Un seul mouton, il y a combien? Bon, un seul mouton, il y a un mouton pour 40 000, il y a un mouton pour 50 000, il y a pour 35 000 aussi. Il n'y a pas de mouton pour 20 000, 15 000? Il n'y a pas de mouton 15 000, il n'y a pas de mouton 20 000. Les enclos sont garnis de moutons. Pourtant, l'équation des prix d'achat est difficile à résoudre. Tu es venu au marché pour payer combien de moutons? 2 moutons. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit de payer 100 000. Pour quel mouton? Ça, les deux là. Ça. De payer combien? 100 000, 100 000. Les deux là, 200 000. Et qu'est-ce que tu as dit? Il y a des voix 70, ils ont refusé. Ils ont dépayé 80, ils ont dit depuis 75, 75, les deux là, 120 000. 150 000 plutôt. C'est beaucoup pour toi? On est obligé de tuer. Comme c'est la fête, une fois en passant. Mais vous faites sortir l'argent, on va voir. On n'a pas fini d'abord. Si on finit, on va payer. Ne pas avoir les moyens financiers pour acheter un mouton le jour de la Tabaski n'est pas passible de peine. C'est une recommandation religieuse, certes, mais pas obligatoire. L'immolation de la bête, c'est pour ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ce n'est pas du tout une obligation. Il n'y a pas de contrainte à l'islam. C'est dit clairement dans le Saint-Coran. Tout tient compte de nos conditions, de nos moyens, de nos possibilités, de nos capacités. Bonne fête donc à tous ceux qui passeront au marché à bétail pour s'offrir un mouton, qu'Allah reçoive aussi les prières de tous les musulmans. Merci à vous, Patrick Adiagoudjo. La Tabaski, c'est une occasion pour beaucoup de se faire beaucoup d'argent, justement ceux qui s'y la vente de ces bêtes à immoler. Et nous en parlons dans ce plateau qui reçoit justement un agroéconomiste. Bonjour, Prosper Koutchaïnou. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet. On a constaté qu'à chaque fête Tabaski, il y a la liberté des moutons. On en parle. Pourquoi chaque fois nous allons en parler tout à l'heure et j'ai avec moi mon collègue Marcel Achossi. Bonjour Marcel. Bonjour et merci encore pour l'occasion. Tabaski a été je ne suis pas musulman, mais je pense... Vous avez eu des amis musulmans qui vous ont invité certainement. Selon les échos, elle a été. D'accord. Et bien d'ailleurs. Ok. Monsieur Prosper Koutchaïnou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de venir à nous. Merci, c'est un comment analysez-vous qu'on continue toujours d'importer des moutons à cette occasion? Oui, il faut m'excuser. Ce problème d'importation des moutons, ce n'est pas seulement lié aux moutons, puisque si vous parlez de moutons, déjà vous parlez des ovins qui sont différents également des caprins que les gens aussi utilisent pour les différentes. C'est carrément les ruminants, les petits ruminants et les grands ruminants également. L'ensemble du bétail. Okay. On parle de l'ensemble du bétail. Donc, du coup, vous voyez aujourd'hui au Bénin, la demande est largement supérieure à la production locale, c'est-à-dire l'offre. Et si nous prenons les chiffres
peut-être de 2016 jusqu'à 2015, on voit qu'il y a de progression, mais en réalité, cette progression ne permet pas de couvrir la demande locale. Donc, ceci fait que les gens font recours souvent à l'importation des pays voisins pour combler. Pourquoi la production locale n'est pas aussi élevée? Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à aujourd'hui, l'élevage des caprins et des ovins demeure toujours traditionnel et peut-être semi-industriel. À forte dose, en fait, c'est l'élevage traditionnel qui domine et vous le constatez chez vous. Quelqu'un à la maison, il trouve peut-être un 5 000 ou un 7 000, il va acheter son petit capon ou commence par élever. Et c'est ça en réalité qui se met sur le marché. Il n'y a pas encore de façon concrète, j'allais dire, des unités, des entreprises, j'allais dire, qui font la production, l'élevage, j'allais dire, de ces bêtes de façon des pays voisins, professionnelle. Des pays voisins dont nous importons justement ces ovins, ces caprins, est-ce que vous nous dites là que c'est un élevage industriel qu'ils font là-bas ou bien comment ça se passe? Ce n'est pas aussi un élevage traditionnel? Pas souvent un élevage traditionnel. Et du coup, je vais vous étonner, les gens prennent ça chez eux comme leur activité principale. Voilà. Or, chez nous, en réalité, les gens le prennent comme activité secondaire, activité tertiaire. Donc, le mouton caprin au vin est là et on lui donne juste à manger parce que, bon, on veut juste garder. Cela pourrait constituer une idée pour les jeunes. C'est une mine d'or, en fait. En réalité, aujourd'hui, si nous prenons la demande, pour ne pas dire le besoin, alimentaire en termes de viande, c'est aujourd'hui à 21 kg par habitant par an. Or, aujourd'hui, avec les données que nous avons, on ne dit que 6,11 par trop de manque là. Avec la production locale. Vous voyez l'écart qu'il y a il est très grand entre le besoin et ce qui est disponible. Et les gens sont vraiment, ils ont fait cette estimation pour voir en réalité en 2020, avec les actions du gouvernement, combien en serons-nous en termes de production locale. Et pour ça, vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas encore de moyens modernes de production? Justement. Même jusqu'en 2021, avec les estimations actuelles, juste de 6,11 kg de besoins alimentaires en termes de viande. Vous voyez, à 7,91 seulement. Je m'attendais à une vingtaine de kilos. Justement, je voulais vous dire à travers ça qu'il y a vraiment que le secteur en réalité est encore ouvert au privé qui peut bien investir et recouvrir leurs fonds et avoir même de bénéfices. Aujourd'hui, on accorde des microcrédits aux jeunes pour s'installer, pour mener telles activités. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui ont déjà bénéficié de ces accompagnements de l'État pour se lancer dans la production locale? Oui, non, mais j'avoue, les dernières années, les investissements sont concentrés plutôt sur le lapin, le laco, la volaille de façon générale. Mais des actions sont en cours, notamment au niveau de Anopère. Leur association sont en train de faire. Ils ont mené une étude pour déceler en quelque sorte ces problèmes. Donc, je crois avec l'appui du gouvernement, il y aura amélioration. Mais cela ne va pas à ce qu'on atteint en réalité le besoin. 21 kg par habitant. Non, c'est important. Besoin en viande. Le privé et le privé, pour ne pas parler d'une que nous sommes, et également rappeler les investisseurs privés qu'en investissant dans ce secteur, je crois qu'ils ne vont pas regretter et ils vont en même temps faire prendre ça comme activité. C'est vrai qu'ils ne peuvent que regretter parce que quand nous prenons juste la fête de la Tabaski, dans le reportage, des moutons qu'on a vendus de 100 000 jusqu'à 200 000 francs. Je suppose quelqu'un qui arrive à conduire sur le marché de bétail 100 moutons qu'il vend peut-être à 200 000 francs. Vous voyez un peu... C'est de la richesse.
C'est une manne financière qu'il a pu se faire juste à cette occasion. Et tous les jours, comme vous le dites, il y a le besoin en viande qui fait défaut. Et le reportage nous renseigne aussi sur l'autre problème. Les prix des moutons ont connu cette année encore une hausse vertigineuse. Qu'est-ce qui l'expliquerait selon vous? Oui, selon moi, déjà, comme je vous l'ai dit, l'activité est traditionnelle. Hein, et en ce sens, au pays est élevé. Il faut forcément... Mais déjà aussi, il faut dire que l'alimentation est un point capital dans le levage. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques... Avec les changements... C'est là que je voulais en venir. Ouais. Avec les changements climatiques et notre habitude aussi culturelle, nos pratiques culturelles aussi font en sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'herbes à brûler. Même si nous prenons le nord où on dit nous avons des hectares, des espaces. Vous savez, aujourd'hui, avec la culture de coton, on prend de superficie. Du coup, vous allez au nord, vous allez croire que vous êtes dans un pays désertique. L'espace est vide. Vous voyez, donc, pour nourrir en réalité ces bêtes, c'est difficile pour les éleveurs. Et pour pallier, ce n'est pas du ressort de ces éleveurs parce qu'ils n'en ont pas. C'est d'appuyer ces éleveurs à installer des pâturages artificiels. En dehors de ces éleveurs que vous voulez qu'on encourage à installer des pâturages artificiels, les jeunes formés dans les universités d'agronomie, des jeunes formés en production animale au collège universitaire polytechnique d'Abomey-Calavi et autres, est-ce qu'ils ne peuvent pas se constituer en association pour lancer des projets comme ça et espérer vraiment engranger beaucoup de revenus? Oui. Mais comme j'avais commencé à le dire, c'est une question aussi de moyens. L'alimentation a un coût. Et je viens de vous soulever avec le volet changement climatique, tout ce qui est arrivé. Pour que ces jeunes puissent engranger vraiment de bénéfices dans le secteur, il faut qu'ils règlent le problème de l'alimentation, qui passe par l'installation de ces pâturages artificiels. Et également le développement, j'allais dire, des produits... en tout cas, des produits consommables par ces... Au-delà de tous ces facteurs qui affirment... Ce serait votre dernière question, parce que le temps est fini. Oui, Roch. Vous savez, au-delà de tous ces facteurs, il y en a qui affirment qu'il subsisterait d'importants goulots d'étranglement faits de barrages, de prélèvements de tasses indues, de faux frais et d'extorsions qui rallongent considérablement les délais pour atteindre les marchés et les marchés et qui augmentent également les prix. Qu'est-ce que vous pensez? Non, ce phénomène s'observe peut-être, j'allais dire, au niveau de ceux qui importent ces produits. Vous importez les bêtes, en tout cas du Niger ou d'un autre pays, vous rentrez au Bénin, avec le système, vous devez payer forcément de ces frais. Mais pour le Béninois lambda à l'intérieur, bon, aussi, puisse être formalisé, ce qu'on encourage vivement, il doit payer ça. Mais si le problème de l'alimentation est réglé, et puis on organise réellement ces jeunes qui sont formés, production animale et bien d'autres, même il y a des jeunes qui n'ont bénéficié de formation professionnelle en réalité, et qui peuvent faire parce qu'ils ont vu les gens font. Et puis également aussi, ils ont la passion pour le faire. Mais est-ce que les éleveurs des pays voisins exportent justement leur production vers le pays? C'est-à-dire qu'eux, à leur niveau, ils ont déjà atteint l'autosuffisance en viande qu'ils le font, ou bien c'est parce que ça marche plus ici? Ça marche plus ici. Oui, bon, je ne m'amuserais pas à dire qu'ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est un problème crucial en Afrique et au-delà. Voyez. Mais on oriente ces produits de façon générale vers là où il y a la clientèle, là où il y a le marché. Vous voyez? Et les gens sont au courant qu'on est en déficit. Donc forcément, que ça... Donc on dit que c'est à cause de la paresse. Et quand c'est comme ça, est-ce que c'est nous qui perdons? Le Bénin perd. Franchement, le Bénin perd. Parce que les gens viennent ramasser de l'argent et ils repartent dans leur pays. Ils repartent dans leur pays pour investir. En réalité, si on accompagne et puis ces jeunes aussi, on s'organisait. Ça aurait pu rester. Et ça va contribuer en réalité au développement
tant souhaité. Vous voyez? Merci à vous, Prosper Kouchaïnou, d'être passé dans cette émission. Merci aussi à vous, c'est un plaisir. Il faut inviter les jeunes, hein. C'est un secteur vraiment porteur. Vous investissez dans l'élevage, surtout des bovins, caprins, etc. À la fête de la Tabaski, vous les vendrez à coup sûr. Vous raflez, et on rafle beaucoup de sous. Merci d'être passé. Merci également à vous, Marcel. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Week Echo. Toutes les de réalisation, dire merci. Elle a été conduite ce dimanche par Janvier Tonon à la réalisation. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver dimanche prochain à partir de 11 h. Sachez que chaque jour est une opportunité. Vous devez saisir la vôtre dès maintenant, comme l'élevage des bovins et des caprins.